Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, Donald Trump interviendra-t-il en Iran? Après son coup de force au Venezuela, le président américain menace aussi Téhéran en pleine crise politique. Nous reviendrons ensuite en France sur les manifestations paysannes, alors que le gouvernement fait du clientélisme avec la FNSEA pour faire taire la révolte. Et puis nous évoquerons la situation de quasi-blocage institutionnel à l'Assemblée nationale, entre compromission, menaces de censure et budget impossible. Que va faire Donald Trump? C'est la grande question qui tient la situation iranienne en suspens alors que des manifestations agitent toujours le pays depuis plus de 15 jours. Le point d'Olivier Frère-Jacques. Des manifestations d'ampleur, une répression d'ampleur également et une situation suspendue aux déclarations de Donald Trump en Iran. Une ONG, Rana, évoque 2500 victimes et 10 000 arrestations sans que ces chiffres puissent être vérifiés. La bataille des chiffres donc, mais aussi des images, fait rage et au-delà du parti pris anti-république islamique qui accourt en Occident, il n'y a aucun doute sur le fait que la situation soit extrêmement tendue à Téhéran et dans les grandes villes du pays, comme nous l'explique Baki Manesh, avocat et président des Français de l'étranger en Iran. Comme vous le savez, la situation est extrêmement difficile et tendue. En ce qui concerne la répression elle-même, elle est réelle, elle est lourde. La presse occidentale essaye d'obtenir tant bien que mal des informations qui aujourd'hui sont assez difficiles à obtenir, comme vous le savez, puisqu'il y a toujours le blackout sur l'Iran. Sur le terrain, si vous voulez, c'est juste la mise en application de ce qui existe en Iran depuis l'historique des manifestations et répressions. C'est une politique sécuritaire par la saturation. Il y a un contrôle informationnel massif. Il semblerait que le pic de la répression ait eu lieu samedi soir et dimanche, mais qu'à partir de dimanche soir, il y aurait eu une baisse d'intensité. Une baisse d'intensité avec un redéploiement des forces de sécurité. Téhéran a connu d'autres crises de ce type et le régime politique en place a toujours su passer entre les gouttes. C'est pourquoi les manifestants et surtout la diaspora en appellent ici et là à l'intervention du président américain. Ce dernier a exhorté les Iraniens à se mobiliser et à continuer de manifester et même à, je cite, « prendre le contrôle des institutions ». Pour Baki Manesh, l'action du président américain sera décisive dans cette crise. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est de savoir ce que Trump va faire. Or, pour l'instant, ça reste flou. Car nous avons eu à quelques heures de décalage un premier tweet dans lequel il semblait donner, si vous voulez, la priorité à des sanctions économiques avec ces 25% de tarifs sur les produits des pays qui commerceraient avec l'Iran. Mais surtout, quelques heures après, il a envoyé d'autres tweets où là, il laissait clairement indiquer que l'aide aux manifestants et à la révolte était en voie d'arrivée. Une aide qui serait en cours, il convient ici de prendre des pincettes avec les déclarations du président Trump qui avait aussi affirmé lors de sa campagne présidentielle qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. En cas d'intervention américaine, il est hautement improbable d'envisager une attaque au sol, mais des frappes ciblées pourraient avoir cours, comme cela a déjà été le cas lors des 12 jours de guerre avec Israël. La nature des cibles, d'éventuelles frappes des États-Unis sera à observer de près pour envisager la suite. Si ce sont des dignitaires politiques qui sont directement visés ou des institutions politiques, encore une fois, ce qui n'a pas été le cas en juin, puisque d'après la presse occidentale, c'est essentiellement des cibles militaires qui ont été touchées en juin. Donc, si l'action de Donald Trump ne touche pas les institutions politiques et, je dirais, les dirigeants politiques, encore une fois, son action resterait, je dirais, symbolique dans ce cas-là. Et ce n'est pas sûr que ça mobilisera davantage les Iraniens qui sont dans la rue. Une révolte suspendue à l'étranger, c'est peut-être aussi là un atout pour le pouvoir en place qui joue sur la résistance du pays face aux États-Unis et à Israël, dans un Proche-Orient où une telle position est assez inédite finalement. Pour faire face à la gronde, des manifestations ont mobilisé les soutiens de la République islamique avec un certain succès, et pour cause, et c'est une donnée importante de ce qui se déroule en Iran,
une partie de la population soutient le système politique actuel. Il y a une partie de la population iranienne, clairement, qui soutient ce régime. Encore aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, malgré, je dirais, ces tragédies qui est en train de se dérouler, qui s'est déroulée à moindre mesure, mais qui s'est également déroulée lors d'autres révoltes et manifestations, il y a effectivement une partie minoritaire, ça c'est sûr, une partie minoritaire de la population iranienne, de l'opinion publique, qui est pour le régime. Mais si vous voulez, c'est le point aveugle de toutes les analyses occidentales, c'est de savoir et de quantifier exactement cette opinion favorable au régime. Et c'est extrêmement difficile. Difficile de jauger l'ampleur du soutien et de la défiance. Encore une fois, les heures et les jours qui viennent pourraient être déterminants, d'autant que Donald Trump a averti que les États-Unis réagiraient de manière très forte si l'Iran procédait à des exécutions de manifestants. La Maison-Blanche a dit avoir annulé tout contact avec les responsables iraniens jusqu'à l'arrêt de la répression et annoncé des sanctions immédiates incluant des droits de douane de 25% sur tout pays commerçant avec l'Iran. Une sanction qui concerne essentiellement la Chine, puisque la Russie est déjà largement sous sanctions américaines. Pékin a déjà vivement réagi et s'oppose à toute ingérence extérieure dans les affaires internes de l'Iran et a même menacé de représailles contre les tarifs américains, affirmant défendre résolument ses intérêts légitimes. Du côté de ceux qui ne pèsent rien, l'ONU et l'Union européenne ont exprimé leur indignation. Alors que les paysans français sont au bord du gouffre, le gouvernement fait du clientélisme et promet une loi qui ne répond pas à leurs priorités. Mais la colère est toujours là à l'approche de l'accord UE-Mercosur. Réponse avec Renaud de Bourleuf. Face à la colère agricole, Sébastien Lecornu ne fait que gagner du temps. Mardi soir, le Premier ministre a annoncé une loi d'urgence agricole autour de plusieurs priorités, eau, prédation, moyens de production. Ce texte doit être examiné par le Parlement avant l'été. Il n'est pas question de l'accord UE-Mercosur qui va être signé par Ursula von der Leyen samedi au Paraguay, devant l'impuissance française. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a en effet renoncé à saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire obstacle à ce traité de libre-échange. Avec ces annonces mardi soir, le gouvernement s'adressait ainsi à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs venus manifester à Paris. Depuis des mois et des mois, on nous balade. Nos politiques, aujourd'hui, on n'en a plus confiance. Aujourd'hui, c'est stop. Il nous faut du revenu, une réglementation qui soit accessible. On ne peut pas aller signer un traité du Mercosur et nous mettre les règles les plus dures au monde ici. C'est non. Aujourd'hui, on a des charges et on a aujourd'hui plus de revenus, parce qu'on a aussi la problématique de l'Ukraine, c'est les problématiques de la rémunération des céréales. Quand on vend à perte, est-ce qu'on a le droit de continuer à travailler quand 2 années sur 5, on perd de l'argent à semer du blé, alors qu'on est là ici sur le bassin parisien, on est le berceau à blé de la qualité de notre pain de demain. Donc ce qu'on est venu là, c'est avant tout de se dire on ne veut pas crever en silence. Que le gouvernement arrête de parler de renouvellement des générations tant qu'on n'aura pas des moyens pour sécuriser nos filières, sécuriser nos moyens de production. On a besoin d'une vision claire et ensuite on pourra accompagner les jeunes. Ces jeunes-là, on ne doit pas les envoyer dans le mur. On doit pouvoir leur promettre de la rémunération, de la sécurité, des moyens de production. Sébastien Lecornu répond à la FNSEA en leur promettant cette loi et en leur annonçant un moratoire sur toutes les décisions relatives aux questions de la politique de l'eau. Notons aussi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé une séance le 10 février consacrée à l'application notamment de la loi du plomb. Cette législation réintroduit l'acétamipride, un néonicotinoïde interdit pour ses effets sur la santé. Les tracteurs ont quitté la capitale tôt ce mercredi matin après une manifestation qui s'est déroulée sans heurts. Un pas de deux organisé à l'image de la longue histoire de la cogestion entre la FNSEA et les différents gouvernements successifs que dénonce aujourd'hui la coordination rurale. Mardi, un communiqué a été publié pour fustiger, je cite, « une différence de traitement entre les mobilisations de chaque syndicat par les forces de l'ordre ». Ce mercredi matin, la paille répressive s'est de nouveau abattue alors que les manifestations continuent dans le reste de la France. À Toulouse, Lionel Candelon, président de la Chambre d'agriculture du Gers et membre de coordination rurale, a été placé en garde à vue pour entrave à la circulation et organisation d'une manifestation interdite. Dans la nuit de mardi à mercredi, une quarantaine d'agriculteurs de la coordination rurale du Gers, venus avec une quinzaine de tracteurs, sont entrés dans le centre de la ville rose. L'attention est tournée vers la région toulousaine alors que le barrage carbone sur l'A64,
a été levée la veille après environ un mois de blocage. Et d'autres actions se poursuivent. Blocage d'un dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps près de Tours, barrage par une vingtaine de tracteurs sur la 50 dans le Var, fermeture de la RN 165 entre Quimper et Quimperlé dans le Finistère. Les agriculteurs ont aussi installé des barrages filtrants dans le Pas-de-Calais sur l'autoroute A1. On regarde toute provenance de tout pays. Et puis si quelque chose peut nous paraître un petit peu suspect, on les arrête et puis on attend un petit peu la douane qui vienne nous aider pour pouvoir contrôler, approfondir ce qu'il y a réellement dans les camions. Voilà ce qui arrive. Le port, mais les morceaux nobles sont gardés au Danemark et les morceaux beaucoup plus difficiles à vendre sont amenés en France. Donc ça, c'est inadmissible. Et il n'y a pas que ça, puisque au-dessus, il y a du poulet thaïlandais et au-dessus, il y a du bœuf roumain. Donc aujourd'hui, on fait de l'échange, mais on fait de l'échange et qu'on ne nous emmerde pas avec le bilan carbone, qu'on nous emmerde pas avec la traçabilité franco-française. Et c'est pour ça que les gens sont furax. Et c'est pour ça qu'on manifeste depuis des semaines et que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la bonne bouffe. C'est reconnu au niveau mondial qu'on a la meilleure nourriture et les meilleurs producteurs. Et aujourd'hui, ils crèvent un par un. Et s'ils ne crèvent pas financièrement, il y en a plus de 1 qui se suicident par jour. L'enjeu dépasse ainsi la seule question du Mercosur, même si, sur ce dernier point, Annie Genevard joue encore la carte de l'autosatisfaction. Le ministre de l'Agriculture a annoncé l'interdiction par le gouvernement de 5 substances dans les produits importés. Elle ajoute que pour l'instant, l'Union européenne en a validé 3. Annie Genevard annonce aussi la mise en place d'une brigade de contrôle qui interviendra à la fois sur les importations venant des ports du nord de l'Europe et sur l'ensemble du territoire national. Tout cela alors que de nombreuses affaires, comme le procès Veviba en décembre dernier, ont montré que l'Union européenne est dépassée concernant le contrôle des aliments entrant sur son territoire. Annie Genevard se frotte aussi les mains concernant la dermatose nodulaire contagieuse. Non, c'est stable. Il n'y a plus de cas actifs de DNC dans le pays. L'épidémie, l'épizootie est sous contrôle. Malgré cela, il n'y aura aucun bovin lors du salon de l'agriculture qui commence le 21 février. Une première, comme la phase terminale de l'élevage français au bord de la disparition. Le gouvernement va-t-il passer entre les gouttes après l'échec des négociations à la fin de l'année et le nouveau fiasco de la Commission la semaine dernière? Les débats sur le budget ont repris mardi à l'Assemblée nationale. Une activité percutée de plein fouet par la contestation contre le Mercosur et les motions de censure déposées par LFI et le RN. Le point tout de suite. Les macronistes peuvent dormir sur leurs 2 béquilles. Mardi, les travaux parlementaires sur le budget 2026 sont repris. 3400 amendements ont d'ores et déjà été déposés. De quoi compromettre le vote qui devrait en théorie se tenir au plus tard le 27 janvier prochain, dans moins de 2 semaines. Un vote au-dessus duquel plane toujours l'hypothèse du recours au 49.3, malgré l'engagement de Sébastien Lecornu de ne pas y recourir en échange du soutien des socialistes il y a quelques semaines. Après une parodie d'opposition au Mercosur du président de la République, la France insoumise et le Rassemblement national ont voulu marquer le coup en déposant chacun une motion de censure. Lors de ses vœux à la presse où il annonçait sa candidature à la présidentielle de 2027 ce mercredi, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, s'appelait de ses vœux la censure et même davantage. Moi, si la censure était votée, j'en serais ravi. Mais je vois bien que les socialistes ont annoncé qu'ils ne voteraient pas de censure. Donc en fait, tout ça, c'est pour amuser la galerie. La réalité, c'est que le Mercosur a été voté, que nos paysans vont crever et que la classe politique ne propose pas de solution. La censure ne va pas être votée et la destitution n'est pas lancée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 1 an? En effet, les 2 motions partaient perdantes avec les refus des socialistes de s'y associer, mais aussi le soutien des Républicains au gouvernement. J'avais dit avant, la semaine dernière, que si Emmanuel Macron votait pour le texte, alors nous pourrions le censurer. Et c'est vraisemblablement cette menace qui a agi et qui a fait qu'il a changé de pied. Bruno Retailleau s'est donc satisfait de l'opposition feinte du président de la République contre le Mercosur pour justifier son soutien au gouvernement. De quoi prolonger l'avis de l'exécutif qui avance toujours en prônant le fameux consensus pour éviter le chaos. Dans ce cadre, le porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, n'a pas reculé devant le chantage. Il y a une forme d'hypocrisie et de cynisme électoral de la part de ceux qui déposent ces motions de censure. Déposer des motions de censure, c'est pas anodin dans la période que l'on traverse. Et ce n'est pas anodin pour les agriculteurs. En résumé, les motions de censure, comme les refus de voter un mauvais budget pour la France, seraient autant de coups portés à une agriculture déjà moribonde. Comme en décembre avec la menace du blocage budgétaire, le gouvernement explique donc qu'il est empêché par l'opposition d'aider les agriculteurs qu'il n'a pourtant eu de cesse d'ignorer ces dernières années, sauf pour
pour envoyer la police et les gendarmes. Par ailleurs, il faut rappeler que la copie budgétaire est revenue dans son état sénatorial, soit avec un déficit prévu à 5,3%, minimum 9 milliards de trop donc par rapport aux objectifs gouvernementaux, auxquels il faudra peut-être ajouter le fameux cadeau pour faire taire les agriculteurs. Au volet des recettes, les socialistes ont pu lustrer leur vernis avec une augmentation légère de la taxation des grandes entreprises. Un véritable patchwork budgétaire qui ne pourra aboutir qu'à force de compromission des fausses oppositions pour éviter à tout prix de retourner devant l'implacable vote populaire. Et passons à présent à l'actualité en bref en France. Changement de défense pour Marine Le Pen. Lors de l'ouverture du procès en appel de l'affaire dite des assistants parlementaires du RN, l'ancienne présidente du mouvement a plaidé la bonne foi par ces mots. Je souhaitais d'ores et déjà dire à la Cour que si un délit a été commis, et tout le monde semble s'accorder sur ce point, je veux que la Cour sache que nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsqu'en 2004, 2009 et 2014, nous avons embauché nos propres assistants et mutualisé ces assistants. Marine Le Pen a également rappelé que le Parlement européen aurait dû jouer, je cite, son rôle d'alerte. Un argument balayé par l'avocat de l'institution, Patrick Maisonneuve, qui insinuait donc qu'il y avait une volonté de dissimuler. Et le verdict est attendu avant l'été. La principale question sera celle de la confirmation ou non de l'exécution provisoire de l'inéligibilité de Marine Le Pen, dont dépendra la participation à l'élection présidentielle de 2027. Le chaos est président du conseil d'administration de l'Université du Mans. Ce calcul choc est basé sur les flux d'argent public traditionnels. Reste que si une grande partie des travailleurs dépend de l'État, l'inverse est également juste, puisque l'État français se gave allègrement via la pression fiscale. Fast-food américain et viande halal, deux faces d'une même médaille. Mardi, KFC France a annoncé que 24 de ses restaurants proposeront exclusivement du poulet halal. Il s'agit, je cite, de répondre à la diversité des attentes de tous les clients. Les restaurateurs de la firme KFC affirment que dans la pratique, de nombreux clients mangeaient halal sans le savoir. L'enseigne de poulet choisit maintenant la transparence, les motivations sont surtout économiques. En effet, selon des sociologues, les consommateurs de viande halal sont souvent amateurs de fast-food. D'autres enseignes de restauration rapide devraient emboîter le pas. Ainsi, récemment, c'est l'enseigne Five Guys qui est passée au bœuf halal et a retiré l'alcool de 6 de ses restaurants. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Carnaval pour l'aviation américaine. L'armée des États-Unis est accusée d'avoir utilisé un avion déguisé en appareil civil pour mener une frappe contre un bateau présumé appartenir à des narcotrafiquants en septembre. Selon une révélation du New York Times, cette opération a causé la mort de 11 personnes dans les Caraïbes. Le quotidien qualifie cette pratique de possible crime de guerre car le droit international humanitaire interdit la perfidie qui consiste à tromper l'adversaire en feignant un statut civil. L'aviation transportait ses munitions à l'intérieur du fuselage, invisible de l'extérieur, et une seconde salve a visé les survivants. Depuis septembre, les États-Unis ont lancé une campagne de frappe contre les embarcations soupçonnées de trafic de drogue, faisant plus de 100 morts au total dans les Caraïbes et le Pacifique. L'administration Trump n'a fourni aucune preuve concrète impliquant ces navires dans des activités illégales. Pour les opérations suivantes, l'armée a utilisé des appareils militaires reconnaissables comme des drones, marquant un changement de tactique. L'affaire Epstein se retourne contre les démocrates. Mardi, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, a refusé de se présenter à la Chambre des représentants pour une audition concernant ses liens passés avec le milliardaire pédocriminel Jeffrey Epstein. Un refus passible de poursuite pour entrave au Congrès qui déclenche d'autant plus d'incompréhension que le président républicain de la commission d'enquête affirme que Bill Clinton n'est accusé de rien. Il doit seulement être interrogé. Bill Clinton peut compter sur la fidélité de son épouse, elle, Hillary Clinton, qui a aussi refusé son audition prévue ce mercredi. Dommages collatéraux en mer Noire. Mardi, 2 pétroliers grecs ont été frappés par des drones près du port de Novorossiysk. Les 2 navires civils battant pavillon maltais et libérien ont essuyé des dégâts légers sans que l'on sache pour l'heure l'origine des engins, même si les premiers éléments semblent indiquer qu'ils seraient ukrainiens. La zone de la mer Noire est l'un des points chauds de la guerre en Ukraine où Moscou et Kiev se livrent une bataille féroce. Elle est aussi le cœur de très nombreux enjeux économiques avec l'occasion de déboucher par le détroit du Bosphore et la mer Égée vers la Méditerranée, une route maritime cruciale pour les céréales ukrainiennes.
Peine de mort en Corée, mais en Corée du Sud. C'est la peine requise par le parquet contre l'ancien président Yoon Suk-yeol, accusé d'insurrection pour avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre 2024. Les procureurs l'ont décrit comme motivé par, je cite, une soif de pouvoir visant à instaurer une dictature sans remords pour des actes menaçant l'ordre constitutionnel et la démocratie. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue. La peine capitale reste en vigueur dans le pays, bien qu'aucune exécution n'ait eu lieu depuis 1997. Yoon, âgé de 65 ans, rejette les accusations affirmant avoir exercé ses prérogatives légales pour sauvegarder la liberté et la souveraineté. Le verdict est attendu le 19 février. En décembre 2024, il avait annoncé la loi martiale à la télévision, envoyant des troupes au Parlement, mais avait reculé après un vote des députés. Arrêté en janvier 2025, il a été destitué en avril par la Cour constitutionnelle après des mois de chaos politique et des manifestations. Il est jugé avec 7 autres personnes, dont son ancien ministre de la Défense. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez un nouveau numéro d'Alerte Générale. Nicolas Vidal et Alexis Poulain reçoivent la youtubeuse et essayiste Tatiana Ventose pour dénoncer les forces financières et politiques qui liquident la paysannerie française. 85% des Français qui soutiennent les revendications des agriculteurs, qui se disent « Bon bah ok, c'est bien, demain c'est samedi, je monte à Paris, j'y vais. » Et le vendredi soir, on a Bertrand Vantaux qui nous dit « Bah rentrez chez vous, c'est bon, grande victoire. » Mais pardon ? Mais quelle grande victoire en fait ? Vous avez obtenu la fin du Mercosur ? Vous avez obtenu des conditions de travail décentes pour les agriculteurs ? Absolument pas. Et vous voyez, on est le 13 janvier, à l'heure où on enregistre cette émission. Depuis le 1er janvier 2026, il y a 4 agriculteurs qui se sont donné la mort. Également au programme ce soir, Perle de culture, Anne Brassier évoque la détresse des enfants à l'école avec Domenin de Jansac, auteur de l'ouvrage L'Hospice des jeunes. Et puis retrouvez également la chronique cinéma en compagnie de Renaud de Bourleuf. Demain, dès jeudi, découvrez un nouveau Zoom avec le philosophe Loïc Chéniaud, auteur d'une thèse sur le sociologue Michel Clouscar, pourfendeur de la gauche caviar. J'ai assez vite découvert que malgré une capacité conceptuelle assez importante et des travaux relativement riches, c'était un auteur qui avait été mis à la marge. Et le fait qu'il ait été mis à la marge m'a beaucoup questionné, puisque on peut le présenter effectivement comme le communiste que lui-même, tel que lui-même se le qualifiait. Néanmoins, il a été très à la marge de la gauche et lui-même qualifié, par exemple, Louis Althusser d'ennemi public numéro 1. Donc, il y avait matière à questionner un certain nombre de choses, je pense. Et j'ai découvert, au travers de ce travail, et au travers de ma lecture de Clouscar, un travail épistémologique, c'est-à-dire comment comprendre justement ici en l'occurrence l'histoire et ses mécanismes, qui m'est apparu comme extrêmement riche et utile. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure, mais en compagnie d'Olivier Frère-Jacques. Cette fois, en attendant, portez-vous bien. Bonsoir.